Juste avant de donner la parole à Max, en fait, Quartier Nocier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un collectif de 12 organismes. On travaille tous ensemble pour la sécurité alimentaire dans le Centre-Sud et l'agriculture urbaine. Donc, Max est à la serre Émilie de Witt. Dans la fournaise, Émilie de Witt, je devrais dire. Puis, on a aussi un projet de zéro gaspillage, donc de cuisine, de transformation alimentaire pour la banque alimentaire. Et on a des projets d'éducation populaire ou d'événements, donc rassembleurs pour créer des liens sociaux dans la communauté. Donc voilà, je passe la parole à Max. Si vous avez des problèmes techniques, c'est moi qui vais faire les suivis avec vous. Bonne séance de consultation. Voilà. Euh, mais salut à tous. Salut pour ceux qui étaient là hier. Ça me fait plaisir d'être là. Amélie a parlé tantôt un peu de notre quartier Nocier. Elle a parlé un petit peu de la serre. Oui, c'est une fournaise. C'est une fournaise spécialement quand le toit est fermé. Présentement, il fait assez chaud. Puis les raisons pour lesquelles le toit est fermé, c'est que il y a un problème avec le toit. Donc, on a des vents qui sont quand même assez violents présentement. Et on a des petits morceaux de vis qui sont tombés. Donc, j'ai envoyé quelqu'un acheter le matériel nécessaire pour ça, mais on fait présentement attention à ne pas trop l'ouvrir. Donc, oui, c'est assez. La fournaise, c'est assez proche de ce qu'on ressent présentement. Okay, je vous invite à poser vos questions. Je suis là pour ça. Présentement, hier, on a parlé du transplant. S'il y en a qui veulent qu'on se réenligne là-dessus, il n'y a pas de problème avec ça. Sinon, je suis ouvert à toutes sortes de questions au sujet fertilisation, repiquage, plantation, peu importe le sujet. Toby, malheureusement, ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'une personne s'est blessée, donc il a accompagné les apprentis au Jardin Lab, pour ceux qui connaissent un peu les projets de sentiers urbains. Donc, je serai toute seule aujourd'hui pour y répondre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui veulent aborder des thèmes plus particuliers ou qui peut-être juste me nommer un thème que vous aimeriez que je vous parle ou une technique de culture, peu importe. Ça. Ben, les fines herbes. Les fines herbes? Oui. OK. Est-ce que euh, bon, fines herbes. Ici, on en fait. On fait des fines herbes au niveau du plant. Donc, on fait des fines herbes dans des 3,5 pouces. C'est à peu près là, gros comme ça. C'est un substrat assez gros. On n'a pas besoin d'aller plus gros que ça. Même chose en jardin. On peut garder des espaces qui sont assez restreints pour la culture des fines herbes. Il y a des fines herbes qu'on peut récolter à plusieurs reprises. Il y en a d'autres qui, ça vaut la peine de peut-être récolter seulement une fois parce que le goût peut changer puis il peut avoir une montée en fleurs ou en graines assez rapide. C'est notamment le cas de la coriandre. Donc, peut-être on peut se limiter à une récolte ou deux maximum. Tandis que le basilic, ça peut se faire quand même assez fréquemment. Donc, il y a des fines herbes qui vont être plus intéressantes à ce niveau-là. Les fines herbes aussi, ça peut être des semis successifs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait un premier semis. C'est intéressant dans le cas de la coriandre, en sachant qu'on va la récolter une fois ou deux, mais on peut faire un autre semis plutôt qu'une autre récolte. Donc, on fait son premier semis, à peu près une ou deux semaines avant la récolte, ben, on peut déjà semer une autre fois parce qu'on sait qu'on veut en avoir peut-être à toutes les 2 semaines ou à toutes les semaines. Donc, on s'arrange pour que ce soit successif. Ça, c'est quelque chose de facile. C'est possible aussi de les garder chez soi à côté d'une fenêtre. Donc, c'est des cultures qui sont très faciles pour les débutants ou pour les amateurs. Donc, oui, je vous encourage à pratiquer la culture des fines herbes. Il y a des... Oui.
Max, y a-tu des fines herbes qui aiment mieux le gros soleil ou qui sont plus à l'ombre, puis la qualité De façon de pas générale, arroser souvent ou moins souvent? ouais, de façon générale, tu sais, l'ensemble des plantes vont aimer le soleil, là. Si c'est des plantes extérieures, là. Les fines herbes, ils ont une croissance aussi quand même assez rapide, donc on va souvent essayer de leur donner le plus de soleil possible. C'est notamment le cas du basilic, qui tolère très peu le froid et qui a besoin beaucoup d'exposition lumineuse. Par contre, il y a des fines herbes qui vont revenir à chaque année. Donc, thym, menthe, ciboulette, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Vous n'aurez pas besoin de refaire des semis, mais ça peut être envahissant à certains égards. Donc, assurez-vous que là où vous allez planter la fine herbe vivace, que ce soit un endroit que vous êtes prêt à conserver dans les années à venir parce que ça va élire domicile à cet endroit-là. Je vais peut-être prendre des questions. Ben, je peux t'élire si tu veux. Mini jardinier, sa maman constate qu'il y a des petites mouches qui se promènent autour des plantes ces temps-ci. Est-ce que c'est normal? Puis comment on peut éviter les attaques d'insectes et autres bestioles de façon bio et respectueuse? Oui. Il y a beaucoup d'informations disponibles à cet égard-là. Je pourrais toutes vous la nommer au complet, ça pourrait être assez long, mais je pourrais aussi vous donner des outils pour faciliter la concentration d'informations qui se trouvent facilement sur Internet. La Ville de Montréal a, je ne sais pas si je l'ai ici, là, je pourrais prendre peut-être 2 secondes pour regarder, mais ils ont fait un petit guide de lutte, on pourrait dire biologique ou écologique, des potagers à la maison. C'est super intéressant. Je dirais même nous ici, on s'en sert. C'est des trucs super cool, super novateurs. Je vais peut-être essayer là, de mettre la main dessus pendant qu'Amu me lit une longue question tantôt. Sinon, les petites mouches que vous faites référence, c'est probablement des cyarides. Donc, c'est des mouches à terreau. Ils vont pondre leurs larves dans les terreaux qui sont très humides. Donc, peut-être surveiller l'arrosage. On peut aussi essayer d'y aller avec des pièges collants, mais normalement, rendu à un certain stade, les cyarides, ça pose un peu moins de problème à vos plants maraîchers. S'ils deviennent assez gros. Mais comme je vous dis, des pièges collants. J'ai déjà entendu aussi le truc de la patate dans le sol. À essayer ou à rechercher si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis je vais peut-être prendre juste 2 secondes pour regarder si j'ai... C'est ça, lutte biologique, espace pour la vie? Ben, habituellement, c'est le site de la ville, l'espace pour la vie. Puis, Oui, je c'est sais ça. pas si c'est à ça que tu faisais référence. Moi, c'est ça que j'ai trouvé. Puis, il y a Aïcha qui a une question, puis c'est peut-être associé aussi. Elle demande des exemples de plantes qu'on peut associer dans un même espace. Puis, peut-être qu'il y a des plantes aussi qui peuvent être associées à. Est-ce que tu m'entends, même si je parle quand tu n'es pas là? Oui, je t'écoute. OK, parfait. Aïcha demande s'il y a des exemples de plantes qu'on peut associer dans un même espace. Oui. Puis, ben, je sais qu'il y a certaines plantes aussi qui ont des propriétés répulsives ou attractives pour les insectes. Donc, ça peut être aussi une combinaison de questions pour ma mini jardinier. Puis, si je continue la question d'Aïcha, elle a des plantes de tomates, poivrons, choux, courges, navets, pois chiches, haricots et autres fines herbes. Comment pourrais-je les distribuer sur mes 3 espaces de jardinage? OK, juste une seconde. OK. Bon, j'ai avec moi un super outil. J'espère que vous m'entendez d'où est-ce que je vous parle. Probablement que vous ne le verrez pas parfaitement, mais c'est un tableau de compagnonnage. Nous, on l'a en version grandeur nature, mais vous pouvez facilement le trouver sur des sites. Je pense que c'est Alternative qui a fait celui-là. Oui, c'est Alternative. Écoumène en fond aussi. Donc, quand c'est le temps de planifier votre jardin, vous pouvez aller chercher des outils qui sont comme ceux-là. Donc, c'est très, très efficace. Vous avez
les associations qui sont effectives, que vous pouvez faire entre les différents plans, et les associations qui vaut mieux d'éviter. Donc, les plantes qui vont se repousser ou qui vont entrer en antagonisme au niveau de la croissance. Juste peut-être me redire les questions, là, parce que c'était des questions en ligne, là. Je réactive mon micro. Donc, elle parlait de compagnonnage. Elle a des plantes de tomates, poivrons, choux, courges, navets, pois chiches, haricots et autres fines herbes. Puis moi, je faisais un parallèle aussi avec le compagnonnage avec les plantes qui ont des propriétés répulsives ou attractives pour les insectes. Tu faisais un parallèle avec? Bien, ce serait intéressant de savoir quelles plantes qu'on peut mettre à côté de nos plantes de tomates, justement, pour éviter les insectes envahisseurs. Oui, OK. Bien, regarde, on va utiliser le tableau live pour que vous voyez que c'est quand même assez facile. Donc, tomates. Au niveau des tomates, ce qui est compatible, c'est la bêta-carde, c'est l'ail. Ce qui est incompatible, c'est le céleri. Ce qui est compatible, c'est les aubergines. Ce qui est très compatible, c'est les oignons. Après ça, on a compatible chou, les pois, les haricots. Très compatible, la laitue. Incompatible, patates, concombre. Compatible, poireaux, radis. Et carottes, ben là, on recoupe le calendrier transversal. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend un peu, grosso modo, le fonctionnement du calendrier? Ouais, moi, je suis quelqu'un de visuel. J'essayais de le trouver sur Internet, je ne le trouvais pas, mais quand on va le trouver, on va vous le partager. Le tableau, je pense que c'est plus simple à les faire. associations, il y en a à l'infini. Ce serait dur de... Personnellement, pour moi, c'est dur de les connaître toutes par cœur, mais c'est un travail qui peut facilement être fait en un clin d'œil si vous regardez des tableaux comparatifs comme ceux-là. Il y a Aïcha qui a trouvé un tableau similaire qu'elle l'a partagé dans le groupe, dans la conversation. Donc, ces gens veulent le regarder. Donc, merci, Aïcha. Merci, ouais. Loulou demande, elle jardine en bac 8 par 4, puis ses plants de haricots ont un contour, j'imagine, de feuilles brunes. Est-ce que ça veut dire qu'il manque un élément nutritif? Ou est-ce qu'ils sont en carence de quelque chose? Ouais. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut être tout dépendant de la couleur, tout dépendant de... Bon, normalement, si c'est sur la marge, contour des feuilles, j'imagine que c'est sur la marge. Ça peut être peut-être un stress hydrique, ça peut être un manque de magnésium. Peut-être en premier temps, parce que les gens ont rarement des fertilisants à la maison, donc regardez l'arrosage, essayez de doser. Regardez si on n'arrose pas un petit peu trop, c'est souvent l'erreur qu'on fait. Quoique présentement, là, il y a assez de chaleur, assez de vent. Puis peut-être essayer de corriger. Donc, tranquillement, avec des fertilisants. Moi, j'essaierais peut-être magnésium ou des fertilisants liquides. Mais ça peut être relié à des changements aussi, là, à l'humidité, là. Donc, trop de changements jour-nuit. Puis ça, des fois, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Là. Il fait très froid la nuit. Quand je dis très froid, là, c'est pour les plantes. Là, il peut faire autour de 10. La nuit, il fait au-dessus de 25 le jour. Donc, la plante, au niveau de la régulation de son système, ça peut être assez dur sur le moral. Donc, des fois, si c'est des conditions qu'on peut difficilement contrôler. Mais dans qu'est-ce qu'on peut contrôler? Peut-être surveiller l'irrigation, puis surveiller magnésium, calcium, des éléments peut-être plus secondaires.
As-tu un engrais à recommander pour justement le magnésium, calcium? Moi, j'achète du sel d'Epsom à la pharmacie. C'est ce qu'on met dans notre bain, là. Puis, je mélange ça à 0,5 grammes par litre. OK, fait que du sel de bain. Oui, c'est du OK. sel d'Epsom, tu sais, qu'on met dans la baignoire, là. Puis, c'est super, c'est facilement absorbable par la plante. On a eu des grosses carences dans les épinards de Malabar cette année en production. Puis, quand le conseiller est venu nous voir, il a tout de suite diagnostiqué une carence en magnésium. La feuille était jaune et on avait beau mettre de l'azote. L'azote, c'est ce qui va faire verdir notre plante. Mais on avait beau en mettre, puis ça ne change absolument rien. Tant qu'on n'avait pas atteint le besoin de magnésium qui était nécessaire à ce moment-là, la plante n'allait pas, si on veut, synthétiser son apport d'azote pour l'envoyer dans les feuilles. Donc, des fois, c'est le manque d'un élément qui va causer le manque d'un autre élément. Fait que c'est ce qu'il faut surveiller. C'est sûr qu'en la voyant, ça serait peut-être un peu plus facile. Bon. Elle a aussi, Loulou, elle parle de ces cerises de terre qui ont été plantées dans la plante-bande fleurs légumes. Les feuilles sont dévorées par des insectes. Que puis-je faire pour m'en débarrasser? Merci. OK. Peut-être les insectes, ça se peut que ce soit... déjà, à ce temps-ci de l'année, c'est quand même étonnant, mais c'est possible. Ça se peut que ce soit des dorifores qui aiment beaucoup les solanacées. Les dorifores, là, pour ceux qui ont déjà entendu ça, leurs grands-parents ont déjà appelé ça des bébites à patates, là. Les dorifores des pommes de terre, là, c'est des petits scarabées. C'est quand même joli pour ceux qui aiment les insectes, mais ça fait des ravages impardonnables. Donc, c'est une possibilité que ce soit retrouvé sur les cerises de terre parce que c'est des solanacées. Donc, on en a eu l'année passée dans la serre. Autre possibilité aussi, j'ai vu les chrysomèles dans les cerises de terre, mais je ne sais pas à quel point là, les dommages peuvent être fréquents à ce niveau-là. Fait que j'irais plus avec l'option des dorifores ou peut-être des chenilles. Qu'est-ce qu'on peut faire? Contrôle manuel à cette ampleur-là. Si c'est des potagers à la maison ou si c'est sur le balcon, en biologique, moi, j'ai contrôle manuel. Pour ce qui est des scarabées, là, c'est ce qui est vraiment de plus facile, là. Donc, on les enlève tout simplement. J'essaie de... Oui. Est-ce que moi j'ai déjà lu quelque part qu'on pouvait faire un genre de produit avec du savon noir puis du poivre de Cayenne ou de l'ail? Ouais. C'est Le ça? seule difficulté avec les scarabées là, qui sont dans la famille des coléoptères, c'est qu'ils ont quand même un exosquelette assez solide, là. Tu sais, c'est pas des petites mouches à fruits. Tu sais, fait que c'est pas un succès garanti, mais effectivement, tu sais, c'est un produit biologique. C'est un produit que vous faites à la maison. Fait que, tu sais, il n'y a pas tant de risques d'essayer. Puis vous avez tout à gagner, en fait, de l'essayer. Oui, tout à fait d'accord. S'il y en a qui sont prêts à prendre du temps puis à l'essayer, je pense que ça peut pas faire de tort, là. Donc ça dépend si c'est des dorifores, des chenilles ou si des petits insectes qu'on voit pas vraiment qui sont là, là. C'est ça, c'est ça. Des fois, tu sais, les insectes qui sont peut-être un peu plus mous, tu sais, j'aurais de la difficulté peut-être à caractériser l'exosquelette de l'insecte, là. Mais, tu sais, mettons, là, on sait que les scarabées, ça fait crunch quand tu l'écrases, puis il y a des insectes que ça fait rien. C'est pas très le fun d'entendre, mais c'est ça pareil. Puis c'est que l'insecte, dans le fond, il est juste plus robuste. Il y a plus de résistance à certains produits que d'autres qui vont tout simplement l'absorber puis qui vont être figés par l'effet du produit. Parce que en fait, les savons, ça n'aura pas d'effet réellement systémique ou à l'intérieur de l'insecte. Les savons en biologique, ce que ça fait, c'est que ça va s'attaquer vraiment à la mobilité de l'insecte. Ça va réduire ses mouvements. Puis éventuellement, il va être figé, puis il ne pourra plus se nourrir, il ne pourra plus rien faire, puis
ils vont en mourir de cet immobilisme-là. Merci. Mini Jardinier demande, elle aussi, elle a des plantes avec des feuilles au contour brunes, certaines feuilles, puis ça décline vraiment rapidement après. Puis là, elle demandait, on attend combien de temps avant? Ben, ça prend combien de temps avant de voir des effets, des résultats après avoir mis du Epsom? Du Ou sel avant? d'Epsom. Ouais, c'est ça. Le sel d'Epsom, ça peut être quand même assez long, là. Nous, on a commencé à en mettre là, 2 semaines, puis on a commencé à voir les effets en début de cette semaine, peut-être un petit peu la semaine passée. Fait que je dirais 1 semaine et demie à peu près. Si c'est ça, vous allez le voir. Mais accompagné avec le sel d'Epsom, peut-être un petit peu d'azote. Ça peut être intéressant, là. Mais de ce que vous me dites, moi, j'évaluerais la piste là, de soit du stress hydrique, il y a peut-être trop d'eau, là, ou sinon les écarts d'humidité et de température entre le jour et la nuit. Super, merci Max. Après ça, Loulou, elle nous partage aussi un autre lien pour le compagnonnage. Donc, c'est un PDF de Crack Bitume. Ouais, merci Loulou. Puis après ça, Mini Jardinier elle demande encore comment ajouter juste de l'azote. Donc, tu utilises quoi, toi, pour ton azote? Azote, ça peut être trouvé sous forme liquide. Donc, dans les pépinières, il faut avoir des mélanges là, qui sont, on appelle des solutions mères, si on veut, là, que vous allez diluer dans des solutions filles avec de l'eau. Puis vous allez pouvoir faire votre fertilisation avec ça. Ils vont vous donner les doses. Nous, ce qu'on utilise ici, c'est Nature Source, mais je ne crois pas qu'il soit en vente en petit format dans les pépinières. Mais vous pouvez, si vous allez là, vous demandez un fertilisant azoté liquide. Ils peuvent vous en donner un, peut-être spécifié aussi biologique, parce que de plus en plus de fertilisants se font de façon synthétique. Puis ils ne sont pas nécessairement homologués en culture biologique. Donc, peut-être juste le mentionner, que c'est ce que vous recherchez. Sinon, il y a toujours la possibilité de mettre de l'Actisol. Salut! Donc, l'Actisol, c'est Valérie qui s'occupe du marché. Donc, Actisol, ce qui est intéressant, c'est que c'est un fumier de poule qui est homologué en culture biologique. J'en ai parlé hier dans l'atelier de plantation. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas de dilution à faire, donc juste prendre la quantité à la main, vous en mettez autour de votre plant, puis vous arrosez par-dessus. Il y en a qui vont le mettre directement dans le trou à la plantation. Moi, je préfère le mettre par-dessus. Vous arrosez un petit peu à chaque jour, le temps que les éléments nutritifs se fassent lessiver dans le terreau et que la plante puisse en absorber. Actisol, il y en a de différentes teneurs en éléments nutritifs. Vous pouvez choisir celui qui est riche en azote en début de production, puis après ça, au fur et à mesure, vous choisissez de l'Actisol qui est plus riche en phosphore et potassium pour l'infrutescence et l'infrutescence de vos plants. Ça, on en vend au marché solidaire Frontenac, Actisol. Ah, bon. Ouais, des petites pintes vertes. Ça ressemble à des pintes de lait en carton, là, comme dans le temps. Ben, il y en a encore. Moi, quand j'étais jeune, ma mère elle utilisait de l'émulsion de poisson. Ça sentait un peu la... Mais oui. c'est plus quelque chose d'azoté, ça? Non, c'est ça. Émulsion de poisson, on est plus dans phosphore, potassium, donc enracinement ou production de fruits. Là. Fait que ça peut être bon soit comme un starter en début, pour être sûr que vous avez un bon niveau d'enracinement. Ou sinon, ça peut être bon aussi en termes de rendement là, pour les fruits, si vous voulez être sûr d'amener votre production en infrutescence. OK. Attendez-vous une petite odeur aussi. Là. Ben, c'est ça qui m'avait marqué dans mon souvenir d'enfance. Ouais, Mini Jardinier et sa maman font le message pour Aïcha. Elle a un nid de guêpes qui est en train de se construire sur sa fenêtre.
Elle se demandait si tu avais un truc pour les pulvériser en toute sécurité. Ouais, plus ou moins. J'aurais de la difficulté à dire. Les guêpes, c'est un problème. C'est un problème qu'on a nous aussi, là. Je pourrais pas dire. Tu sais, j'aurais tendance à vous dire d'utiliser des produits dont on fait la promotion au Canadian Tire. Là. Je sais que c'est chimique. Il y en a ils vont juste mettre ils vont rentrer la hausse dedans. Là. Puis ce que j'ai vu aussi qui est très peut-être être plus naturel, entre guillemets, c'est des lance-flammes. Là. Mais, on est en ville, là, fait que watch out le voisin. Là. Mais j'ai vu ça souvent, là. C'est un chalumeau. Là. Ils vont carrément brûler le nid au complet. Là. Sinon, c'est sûr que les guêpes ils aiment le sucre. Donc, tout ce qui est sucré, peut-être pour éviter justement la formation des nids de guêpes près de chez vous, ben éviter des choses sucrées à l'extérieur. Je sais pas s'il y a des petits bains d'oiseaux avec du sucre là, pour les oiseaux-mouches, des choses comme ça. Ben, c'est moins ma science. Ouais, c'est pas vraiment ton secteur d'expertise. Peut-être à regarder sur Internet les exterminateurs ou sûrement des vidéos YouTube pour voir comment faire des lance-flammes, justement, ouais. Ben là, en ville, je ne veux pas donner de mauvais conseils non plus, là, mais je veux pas que vous mettiez le feu à votre baraque. Là. Mais j'ai déjà vu ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pas obligé de taper aussi dans la conversation. Vous pouvez juste me signifier avec un petit émoticône de main ou de quelconque sur votre image. Mais là, je viens de voir aussi la question de Mini Jardinier, ce moment. Ça dit les abeilles commencent à construire une petite ruche sur ma fenêtre. Donc, si c'est des abeilles, par contre, Ça me surprendrait que ça soit des abeilles, honnêtement. Parce que les abeilles, ça peut être intéressant. Les abeilles sont beaucoup moins agressives que les guêpes. Puis c'est des très, très, très bonnes pollinisatrices. Mais on peut comprendre aussi qu'à certains endroits, ça peut être nuisible. Bien, souvent, au Québec, on va avoir des abeilles solitaires, donc c'est rare qu'ils vont construire des ruches. Fait que si jamais c'est une ruche en papier mâché, c'est pas trop le style des abeilles de faire ça. Donc, c'est pour ça que j'en ai déduit que c'était une guêpe. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à la fertilisation, par rapport au compagnonnage, au type de sol ou des enjeux que vous avez vus dans votre jardin aussi, là, peut-être des bébites ou des autres expériences? De la taille, peut-être, de la récolte, de l'entreposage. Ouais, moi j'ai une question. Tiens, j'ai planté mon basilic. Quand est-ce qu'il faut que je pince la tête? Pas mal à tout moment. Je ne sais pas si c'est à 2 pouces du sol, là, mais du moment qu'il commence à être quand même touffu, il y a des belles feuilles gorgées, un beau vert, on peut se permettre de le récolter. Puis ce qu'on va voir souvent au basilic qui est intéressant, c'est que dans les entrenœuds, le basilic va donner des petits bourgeons foliaires, des fois qui sont à peine visibles, mais que si on coupe la tête dans cet entrenœud-là, les 2 petits bourgeons foliaires vont se mettre à grossir, puis ils vont complètement recouvrir le plant. Ils vont devenir des nouvelles grosses feuilles, des nouvelles têtes. Donc, le basilic, c'est un plant qui est assez, qui a un bon potentiel de rendement. Puis on peut se permettre de faire une coupe de cheveux assez souvent. On veut aussi garder un équilibre, hein, parce qu'on aime le basilic, mais on veut lui en laisser pour qu'il fasse de la photosynthèse. Fait que c'est de trouver un équilibre entre c'est quoi vos besoins quotidiens. Si vous avez des plus grands besoins, bien, peut-être faire plusieurs plants, en sachant que vous gardez un équilibre au niveau foliaire. Fait que vous laissez suffisamment de feuilles pour la photosynthèse, mais vous en prenez à vous pour vos recettes. Puis à quel moment on peut récolter, là? Je sais que j'ai un peu contourné la question, là.
Mais nous, en fait, on va semer à peu près le basilic à la mi-avril. Puis je vous dirais qu'après 1 mois et demi, là, on peut déjà commencer à récolter. Puis encore là, ça dépend du moment de l'année aussi, hein, parce que si vous semez votre basilic en plein hiver, la croissance va être beaucoup plus lente. Donc, il faut s'attendre peut-être à attendre 2 mois avant de pouvoir récolter. Puis nécessairement aussi, la repousse là, des petits bourgeons foliaires que je vous parlais va être un peu plus lente aussi qu'en été. Parce qu'il faut se rappeler que le basilic, c'est une plante qui aime beaucoup la chaleur. Ça aime la lumière, ça aime la chaleur. Donc, en hiver, ça peut être un peu plus difficile. En hiver, je préfère aller avec des fines herbes qui sont plus de feuillage plus simple, là, comme la coriandre, le persil. Même l'aneth, là, ça va quand même assez bien. Vous pouvez aller aussi en hiver avec des verdurettes, là. Donc, green mix, des épinards, des choses qui vont donner un feuillage qui peut être consommé assez rapidement. Mini Jardinier dit justement elle a mis son basilic dans de l'eau pour en faire. Ben, j'imagine qu'elle a fait des boutures, en fait, dans l'eau pour en faire pousser d'autres. Okay. C'est une bonne technique de faire le système racinaire dans de l'eau. Ça peut se faire. Le basilic, personnellement, je ne l'ai jamais fait. Ça peut se faire. Si ça a fonctionné, tant mieux. Par contre, ce qui arrive, c'est que le basilic, ça a un taux de germination qui est tellement facile que moi, je préfère juste le semer. Là, c'est pas 100% de germination, mais ça doit pas être loin de 99. Nous, ça fait longtemps qu'on a nos semences de basilic à la serre. Puis, ça doit faire 3 ans facilement. Puis, à chaque année, on refait le même, des gros semis. Puis, on n'a jamais de multicellules qui n'ont pas germé, là. Il y a peut-être quelques semences qui n'ont pas germé, mais dans les cellules, tout a germé. Donc, ça a un bon taux de germination, puis ça fait en sorte que ça peut peut-être être juste moins compliqué de semer le basilic. Puis la germination est assez rapide aussi, là. On peut parler d'une semaine et demie, c'est déjà sorti. Ça peut aller assez vite si on lui donne les bonnes conditions. Puis, mettons qu'on veut pas acheter des semences parce que ça ne nous tente pas, comment on laisse le basilic monter en graines puis on ramasse les fleurs? Ça peut se faire. Basilic, ça peut monter en graines assez facilement aussi si il fait assez chaud, si on lui donne assez d'eau. Oui, on peut ramasser les semences de basilic. Juste s'assurer peut-être aussi que le basilic que vous avez est compatible avec la reproduction de semence en semence. Parce qu'aujourd'hui, avec l'hybridation, il peut y avoir certaines complications. Il peut y avoir des semences qui sont limitées au niveau de la reproduction. Mais normalement, là, le basilic qu'on retrouve sur le marché des semences là, au Québec, on peut réutiliser les semences. Donc, c'est une semence à pollinisation libre. Si Milly Jardinier a dit qu'elle, pour elle, le système de bouture dans l'eau, ça fonctionne super bien. Super. Ça prend quelques jours avant que le système racinaire se fasse. Puis Aïcha est vraiment contente d'apprendre ça. Super. C'est génial. Bien, c'est ça, il y a plein de choses qu'on peut faire en bouture. Il y a des plantes aussi qu'il faut savoir reconnaître qu'ils vont se multiplier. Ils vont se multiplier beaucoup plus facilement en bouture. C'est le cas du saule. Le saule qui est un arbre qui a appris génétiquement à développer ces caractéristiques génétiques-là en étant le long des rivières. Donc, les branches, au fil du temps, tombaient toujours le long des rivières. Puis, ultimement, c'était plus rapide que les branches des saules qui traînaient à moitié sur terre, à moitié dans l'eau, développent des racines plutôt que la semence de saule germe. Donc, ces caractéristiques génétiques de reproduction par bouture se sont fortifiées. De sorte qu'aujourd'hui, si on veut reproduire du saule, ça va aller beaucoup plus vite si on y va par bouture que par semis. Ces caractéristiques génétiques-là sont plus favorables à sa reproduction.
Puis il y en a d'autres que c'est le contraire, hein, trop difficile par bouture. J'étais un petit peu étonné l'année passée. On a fait de la bouture de tomates. Il y avait des gens qui nous disaient que c'était pas possible, mais on l'a fait, ça a super bien été. Tu sais, quand on veut bouturer, ce qui peut être intéressant, c'est d'y aller avec des hormones de croissance. Peut-être surveiller là, au niveau de la, la toxicité du produit, si on veut rester en biologique, si on veut rester écologique. Là, je ne pourrais pas dire là-dessus là, à quel point c'est propre là, au niveau environnemental, mais je sais que ça se fait beaucoup en ce qui a trait au bouturage. On va mettre un petit peu d'hormones de croissance là où on a coupé. On va mettre la bouture dans le sol, puis les hormones de croissance vont favoriser la, la division cellulaire là, pour que cet endroit-là de la plante, ça a été coupé, puisse produire des racines. Merci. Mini Jardinier encore, elle a une petite question concernant le paillis. Pour éviter, beaucoup de gens me parlent d'utiliser du paillis pour trop arroser ou pour garder le sol humide, puis aussi que ça protège les insectes. Est-ce que ça vaut la peine d'en mettre dans tous les pots et est-ce que ça s'achète en sac? Oui, du paillis en sac, oui. Ça s'achète. Je vous conseillerais de l'acheter le plus naturel possible parce que là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des paillis colorés là, avec des teintures. Moi, j'ai jamais été vraiment fan de ça. C'est surtout pour l'aménagement paysager. Il y en a qui aiment ça avoir un paillis rouge là, ou un paillis qui est peinturé noir même. Mais le plus naturel possible. Souvent, c'est du paillis de cèdre qui peut être intéressant. C'est surtout, je dirais, le paillis en tant que tel, surtout celui qui est acheté en sac, c'est surtout utilisé en aménagement paysager pour limiter le désherbage. Après, si on parle d'agriculture, ce qui est utilisé, c'est du BRF, donc du bois raméal fragmenté, qui, en plus de venir diminuer la capacité des mauvaises herbes à germer, puis diminuer votre effort aussi d'entretien, ben ça va nourrir votre sol. Donc, il y a des éléments nutritifs qui vont venir de la décomposition du bois raméal fragmenté. Fait que vous avez un double avantage à ce niveau-là. Il faut quand même s'attendre à ce que s'il y a une décomposition, nécessairement, le bois raméal, vous allez le perdre, vous allez devoir en remettre probablement chaque année. De plus en plus, on voit ça dans les cultures de bleuetières aussi, là, beaucoup de BRF qui est utilisé au pied des plants. Après, si vous êtes en agriculture urbaine ou en jardinage, dans votre potager, en jardinage dans des pots, est-ce que ça vaut la peine de mettre du BRF ou du copeaux? Bien, ça peut être intéressant si vous n'avez pas envie d'arroser, si vous n'avez pas envie de désherber. Mais je pense qu'à ce niveau-là, si vous êtes en pot, vous ne risquez pas d'avoir beaucoup de mauvaises herbes non plus. C'est surtout un contexte qui peut arriver en champ ou qui peut arriver même dans votre potager, dans votre cour. Là, oui, ça peut être peut-être un peu plus intéressant, même dans les entrerangs où est-ce que vous marchez, de mettre un peu de copeaux ou de BRF pour limiter la poussée des mauvaises herbes qui vont compétitionner avec vos plantes. Sinon, il y a des affaires funky qui peuvent s'essayer. J'ai vu des gens, là, dans les champs, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est du plastique. C'est pas très écologique, là, mais c'est des cultures sous plastique. C'est du plastique noir, comme des sacs à poubelle noirs. On voit ça de plus en plus dans la culture de fraises au Québec. C'est des cultures sous plastique. C'est des butons sous plastique. C'est des machines là, qui vont faire des rangs plastifiés. Puis le plastique noir va chauffer le buton. La terre va rester humide parce que le plastique va retenir l'humidité dans le sol. Puis il n'y a pratiquement aucune poussée de mauvaises herbes. Donc, presque aucun entretien, presque rien à faire. Les lignes d'irrigation en micro-irrigation vont passer en dessous du plastique. Mais là, on parle vraiment d'agriculture, de techniques conventionnelles qu'on ne retrouve pas souvent en ville. Mais si les gens veulent essayer des choses comme ça, j'ai vu aussi du carton. Cette année, Toby est venu chercher pas mal de boîtes de carton là, qu'on utilisait pour les distributions. Puis il les a toutes ouvertes, il les a installées au Jardin Lab pour pouvoir planter ses plants. Il s'est fait des trous,
dans les boîtes de carton ouvertes au sol dans son jardin. Puis le carton, en fait, il y a un pouvoir absorbant au niveau de l'humidité, donc il conserve l'humidité au sol, puis il limite la poussée des mauvaises herbes qui vont compétitionner avec les plantes en culture. Exactement. Puis on peut prendre aussi les boîtes d'œufs si jamais vous en avez, puis vous les déchirez en petits morceaux, puis les mettez dans vos pots. Comme ça va garder l'humidité aussi dans vos plantes. Aïcha, elle a une question. J'ai heureusement planté du chou avec des tomates. C'est conseillé de couvrir les choux contre l'attaque des insectes spécial chou, mais avec les tomates, je ne pourrais pas le faire. Y a-t-il une alternative, quelque chose à mettre pour les faire fuir? Donc, on a peur des envahisseurs de choux. Oui. Les choux, on parle de 2 ou 3 insectes là, qui peuvent être des bons ravageurs. Là, là j'exclus les chenilles, là. Mais c'est surtout la mouche du chou, l'altise. Ça peut être, bon, des fois, c'est des petits scarabées. Ouais, si vous n'avez pas pu le couvrir, effectivement, là, c'est un défi. Je ne sais pas c'est quoi l'ampleur de votre jardin, là, combien vous en avez. Moi, je suis très... les gens qui ont des petits espaces à cultiver, je leur dis souvent qu'un dépistage, ça peut sauver bien la job. Un dépistage par jour, des fois, prendre 5 minutes, observer qu'est-ce qui se passe dans notre jardin, essayer de commencer par un contrôle manuel. Mais inévitablement, oui, à un moment donné, vous pouvez être aux prises avec des problématiques à ce niveau-là. On a eu de la mouche. On est obligé d'enlever certaines feuilles. Je vous dirais qu'en biologique, là, il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas énormément de choses. Souvent, on fonctionne avec des barrières physiques. Là, l'altise, c'est un scarabée. Donc, encore là, on est peut-être un peu compliqué. Je vous dirais peut-être... j'ai pas vu la disposition des choux, tu sais. Mais si, mettons, il y a une tomate, un chou, une tomate, un chou, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si vous faites un rang de tomates puis un rang de choux, bien là, peut-être ça va être plus facile d'abrier vos choux. Aussi, dans la disposition de la plantation, ça peut être peut-être plus facilitant par après de les recouvrir. Loulou, elle demande les paillis de cèdre, ça n'acidifie pas le sol? J'ai déjà entendu ça aussi. C'est une possibilité. C'est pour ça aussi, je crois que le bois raméal fragmenté, ça peut être une meilleure idée. Le copeau, là, je pense que... Mais tu sais, les sols ont tendance à s'acidifier de façon naturelle aussi. Surtout si vous êtes dans un sol qui est déjà sableux, donc un sol qui a un peu moins de matière organique, un sol qui est exposé à des conifères, hein, parce que les petites épines de conifères vont naturellement acidifier le sol. C'est une des raisons pour lesquelles, des fois, quand on passe en dessous des conifères, il n'y a absolument rien en dessous. Il y a juste des petites aiguilles, là. Donc, peut-être des fois, si vous êtes à un endroit dans un jardin que vous pensez exploiter dans les 10 prochaines années ou même les 5 prochaines années, faire une analyse de sol, ça peut être intéressant. Puis même, vous pouvez vérifier vous-même votre pH, si ça fait un pH mètre. Mais je pense qu'il y a des techniques naturelles de le faire, là, que je suis moins au courant de ça. Mais ça peut valoir la peine de vérifier l'acidité du sol. Puis des fois, sans prendre de risques, il y a un produit qu'on peut tout simplement épandre une fois de temps en temps dans notre jardin, c'est de la chaux. Donc, de la chaux, on a de la chaux qui peut être aussi sous forme d'amendement, donc de la chaux dolomitique, peut déjà contenir du magnésium, du calcium. Donc, ça, j'en ai parlé, j'en ai parlé un petit peu tantôt. Donc, déjà, vous pouvez faire une pierre deux coups. Si vous ajoutez un petit peu de chaux, ça va alcaliniser votre sol, puis vous allez amender en même temps votre sol avec un apport de magnésium ou de calcium. J'ai souvent entendu, c'est les cendres.
Donc, des cendres de foyer. Là. Je sais qu'à Montréal, on ne peut pas faire de feu. Là. Mais si vous avez de la cendre, nous, quand j'étais jeune, on avait un foyer, puis on pichait les cendres dans le jardin. Là. Puis, bon, on fait avec ce qu'on a aussi. Tu sais. Merci, Max. Donc, Marjorie nous dit merci beaucoup, Sydney et Stéphanie vont quitter avec moi. Merci. Donc, au revoir. Ils sont déjà partis, en fait. Aïcha continue en disant c'est alterner tomate, chou, tomate. Alors, dépistage s'impose, en effet. Un dépistage à tous les jours, si possible. Sydney indique merci for the info and your time. Have a good day. You're welcome. Puis, est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste encore un bon 10 minutes ensemble. Si vous avez d'autres besoins, partage, questionnement. Interrogation. Question. OK. Ben, merci, Max. Merci tout le monde d'avoir participé. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est enregistré, donc ça va être partagé sur nos réseaux sociaux, Internet, etc. de la vie. Et Cultiver Montréal aussi. Puis demain, on est vendredi. Non, demain, il n'y a pas d'atelier. Samedi, il y a un atelier de jardinage sur son balcon. Puis dimanche, c'est le jardinage culture de champignons sur bûche. Donc, vous pouvez demander votre lien avec la Société éco-citoyenne de Montréal pour participer aux ateliers. Max, as-tu un petit à penser? Ton image a figé, ton image a gelé, mais j'imagine que tu m'as demandé si j'ai un dernier mot. Bien, merci d'avoir été là. C'était super, très belle expérience. On pourra peut-être refaire cette expérience-là une autre fois, en espérant que non, parce que ça voudrait dire qu'on va se voir en personne aussi, parce que normalement, on donne des ateliers en personne. Donc, en espérant que ce soit en personne qu'on se revoit. Voilà. Oui, merci. Ben, bon jardinage, bon après-midi, il fait super beau. Merci à tous. Merci. Bye-bye. OK, bye-bye, mini jardinier. Est-ce que tu dis bye-bye? Bye!